Intégral Placement, les réponses aux questions. Et on va répondre à toutes vos questions, celles que vous nous envoyez sur notre site internet grâce à Jean-François Filiatre qui est resté avec nous pour Marché Gagnant. On est parti, Jean-François ? Ouais, je suis même prêt à répondre aux questions qu'on m'a pas posées parce que j'ai des choses à dire. Christophe, qui nous a entendu hier matin, évoquer le PEA et cette hausse de la CSG annoncée, ça dans la volonté du gouvernement qui ressort du PLFSS, lièvre levé avec la complicité de Jérôme Dédéian pour RS. Et il vous interroge, du coup, vous qui défendez le PEA, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en dites ? Alors, deux choses. Premier élément que l'on avait, c'était que la fiscalité du PEA subirait la hausse de la CSG de 1,7%, c'est-à-dire que le PEA n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et en revanche, on savait qu'il allait subir la hausse de la CSG, tout comme d'ailleurs l'épargne salariale. Vous vous rappelez, j'avais ici dit sur ce plateau, je m'étais un peu énervé contre Bruno Le Maire et la sortie qu'il avait faite sur RTL en disant que la fiscalité de l'épargne salariale n'augmentait pas. J'avais dit on se moque un peu de la tête des gens, puisque quand on fait passer la fiscalité sur l'abondement de 8 à 9 et des poussières et que l'on augmente la fiscalité sur les gains de 15,5 à 17,2, ça correspond à une hausse. Ça, on le savait, ça avait donné lieu à un premier énervement. Jérôme Dédéian de RS a très astucieusement hier soulevé un autre lièvre, puisque dans la présentation du projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2018, on nous annonce, comme ça, au détour d'une petite phrase, que pour des raisons d'équité et de simplification, on va désormais appliquer le même taux de prélèvements sociaux et de CSG sur tous les placements à partir du 1er janvier 2018. Et alors ça, on se dit, tout ça, effectivement, c'est simple, c'est juste, tous les placements, sauf que ça veut dire que l'on ne va pas respecter la parole passée. La parole passée sur ces deux produits, c'est quoi ? C'est nous n'appliquerons pas les hausses de CSG de manière rétroactive. En pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez les taux de CSG qui ont monté au fur et à mesure des années, et qu'on applique les taux dits historiques aux gains qui sont faits pendant les périodes. Donc on n'est pas en train de prendre votre gain final en disant on applique le taux final et puis ça, on dit il y a eu l'époque où c'était 0,5, il y a eu l'époque où c'était 100, il y a eu l'époque où c'était tant, et on fait des calculs. Certes, ces calculs, ils sont compliqués, mais ils sont même parfois faits un petit peu à la louche. Ils sont peut-être même parfois faits à la louche. Mais aujourd'hui, l'informatique des établissements financiers, ça marche comme ça depuis 1992. Donc l'informatique des établissements financiers, elle est faite. Donc pourquoi on est en train de nous dire on déchire le contrat qu'on a entre les épargnants et la parole de l'État ? Et je rappelle sur ce sujet-là que le gouvernement est en train de nous ressortir quelque chose qui avait déjà été présenté en 2013. Et en 2013, on nous avait dit on va déchirer le contrat qu'on a avec les épargnants. Il y avait eu ruée dans les brancards, notamment sur le thème du PEL. Et puisque le gouvernement avait cédé sur le PEL, PEA et plan d'épargne salariale, qu'il s'agisse du PE ou du PERCO, avaient été sortis de la réforme. Seul avait été laissé dans la réforme l'assurance vie. Alors sur le sujet, je voudrais qu'on revienne, puisque c'est un peu la position de l'État, qui consiste à dire ah oui, mais sur l'assurance vie, en fait, certains députés avaient attaqué pour dire ce qui se passe sur l'assurance vie, ça ne nous paraît pas très constitutionnel. Et en fait, le Conseil constitutionnel avait fait une réserve d'interprétation en disant ça l'est un peu, mais ça l'est pas. Donc je vais vous dire comment il faut lire les textes. Autrement dit, on va garder les prélèvements historiques jusqu'à 8 ans, parce que c'est l'engagement du contrat. Après, on pourra oublier, on pourra prendre tout ce qu'on veut comme prélèvements sociaux, puisqu'on aura dépassé le truc. Et pour le PEA, il s'agirait de faire la même chose au-delà de 5 ans. Alors, je tiens à préciser la chose suivante. Et là-dessus, il y a... Pardon, mais quitte à flinguer aussi un peu les gens dont je considère qu'ils n'ont pas fait leur boulot, notamment quand j'évoque tous les sujets de communication, je considère qu'il y a une responsabilité importante de la part de l'affaire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'affaire a beaucoup communiqué à cette époque-là,
sur le fait de dire, regardez, on s'est battu pour pas qu'il y ait le prélèvement historique sur les contrats d'assurance vie, et le Conseil constitutionnel nous a donné raison. Faux. Faux. Le Conseil constitutionnel a bloqué la mesure à 8 ans. 8 ans qui d'ailleurs, au passage, est une durée qui aujourd'hui ne veut plus rien dire. Oui, parce que j'ai envie de vous dire qu'avec la flat tax... Exactement. Donc tenir l'argument du Conseil constitutionnel sur la règle des 8 ans pour dire on va appliquer la même chose sur le PEA, c'est du bullshit. Puisque aujourd'hui, avec la flat tax, il n'y a plus de durée de 8 ans. Et même auparavant, il n'y avait pas de durée de 8 ans, puisqu'au bout de 8 ans, vous n'aviez pas une exonération des plus-values. Vous aviez simplement un abattement. Moi, je vais vous dire, j'ai souscrit un PEA en me disant, je veux avoir une exonération de ma rente viagère au terme. Ça ne me bloque pas 8 ans. Ça peut être 10 ans, 15 ans, etc. Bon. Donc, je vais le dire très clairement en termes macroniens. L'administration et l'État, au lieu de foutre le bordel et de déchirer le contrat qu'ils ont avec les épargnants, ferait mieux de faire autre chose. Bon, mais ça veut dire que, ok, il y a le message qui là est clairement pas clair. En revanche, est-ce qu'aujourd'hui, un épargnant, et c'est un peu la question de Christophe, il peut, il doit, il faut qu'il garde son PEA ou qu'il ouvre un PEA s'il veut faire de la bourse, ou est-ce que ce produit, entre guillemets, est devenu pourri? Alors, on va traiter les choses de manière très simple. Nous sommes, contrairement à ce que même moi j'ai pu dire, visiblement, on est en train d'avoir une discussion autour du projet de loi de finances qui va être beaucoup plus sportive que la discussion parlementaire qu'on a eue sur les ordonnances et l'évolution du Code du travail. Pourquoi? La majorité s'en est pris plein la tête en disant que c'était une majorité de godillots. Donc les gars, ils disent, bon, c'est sympa de se faire allumer constamment, on va peut-être pouvoir aujourd'hui montrer qu'on est capable d'infléchir un certain nombre de choses et de ne pas laisser faire le gouvernement. Donc, pour Christophe, je ne réponds pas à sa question. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut fermer son PEA pour en rouvrir une autre? Je ne réponds pas à cette question. Je n'ai pas suffisamment de visibilité sur le texte définitif. Enfin, aujourd'hui, en revanche, Cédric, je vous le dis très clairement, l'ambition que tout le monde doit avoir sur ce texte précis, moi, à la rigueur, le gouvernement décide de mettre la flat tax, etc. Le gouvernement est libre de mener la politique qu'il veut. Il est élu pour ça. En revanche, le gouvernement n'est pas libre de revenir sur la parole de l'État. Donc, le premier enjeu aujourd'hui pour tout le monde... Donc, il pourrait décider, par exemple, que cette mesure s'applique pour les nouveaux PEA, mais pas pour les anciens. Exactement. Mais, et sans fixer la limite de 5 ans. Pour autant, je dis très clairement, l'enjeu majeur de nous tous, c'est-à-dire Jérôme Dédéian qui a soulevé les associations d'actionnaires, moi qui défends les épargnants, enfin tous les gens qui sont dans l'orbite de la défense des épargnants, c'est de faire reculer le gouvernement sur ce point-là. Bon, et ben voilà. Et on repart.